Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour cette intervention. Donc, je suis Jean-François Alain, directeur de la communication du groupe Dalkia. Yves Corbeil, je suis le Managing Director, le Chief Creative Officer de l'agence de Niji, basée à Paris. J'adore Rennes. Et on va vous parler ce matin du site éco-responsable ou sustainable de Dalkia. Alors d'abord, en petite introduction, qui est Dalkia ? Dalkia est une filiale du groupe EDF, filiale de services énergétiques, qui depuis 1937 accompagne ses clients, plutôt sur le marché d'affaires, sur le B2B, pour les aider à consommer mieux, consommer moins et décarboner leurs usages. Donc notre cœur de métier, c'est d'apprendre à justement moins consommer et mieux consommer. Et donc, quand je vous ai dit ça, notre raison d'être, vous la voyez, elle est claire. Il fallait qu'au niveau de notre communication, on arrive à rendre notre message cohérent avec la promesse client que l'on a depuis 1937. Et quand en 2020, Niji est venu nous voir pour nous parler de sustainability et de design et de frugalité, eh bien, on a été tout de suite interpellés. Ce que je disais à Jean-François juste avant, en fait, on ne vend absolument rien, et surtout pas sur ces sujets-là. En revanche, en les rencontrant avec un concept qui était, il faut se le redire, extrêmement innovant et novateur à l'époque, pour le coup, ça fonctionnait avec leur mission première. Et ce qu'on a fait, il s'avère être le site Dalkia, effectivement dalkia.fr, vous voyez aussi le dalkia.com. Je vous invite toutes et tous, celles qui ne l'ont pas vu, à le consulter sur votre portable. C'est un design qui est très polarisant, dont on aura l'occasion de reparler. Mais ce concept-là, effectivement, s'aligne parfaitement avec les valeurs de marque de Dalkia. Alors, pourquoi Dalkia a décidé de se lancer dans ce projet ? Tout simplement parce que dans la communication d'aujourd'hui, on a une débauche de supports, de contenus, et il devenait de plus en plus difficile de toucher nos cibles. Et on avait deux piliers qui ont répondu, entre guillemets, à l'objectif principal de ce site. C'est un, se faire connaître de nos futurs recrues, donc la marque employeur, donc un enjeu de recrutement. Et deuxièmement, c'est le business. Notre site web, il était obsolète. Il y avait énormément de matière, très compliqué d'y rester. Le temps de rechargement des pages était très long, parfois 9 secondes pour pouvoir accéder à une page. Donc, c'était devenu impossible. Et donc, il fallait aussi que notre site Internet puisse rendre visible l'engagement client et la preuve client que nous avions envie d'apporter sur cette capacité à les accompagner. Et donc, il fallait que la frugalité soit visible. Et donc, on a travaillé avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, notamment les métiers RH et les métiers du business, pour arriver à les convaincre. Et donc, il y a eu toute une démarche à laquelle nous a accompagné Niji, inclusive, pour faire d'abord prendre conscience que pour communiquer et toucher ses cibles, il faut parfois en dire moins, aller à l'essentiel et parfois renoncer au temps réel, à l'immédiateté et à la débauche de moyens, que ce soit les photos, les vidéos, etc. On y reviendra sur ce qu'on a mis en place. Donc il y a eu d'abord une première démarche d'onboarding des équipes qui allaient être mobilisées sur ce projet. Tu peux peut-être nous en dire 30 secondes Tout à fait. Plus que 30 secondes, si vous en voulez plus, je peux vous en parler pendant plusieurs minutes. Ce qui est hyper important sur ce type de sujet-là, c'est de bien comprendre que ça va toucher une horizontalité de l'entreprise très, très forte. Il ne faut jamais sous-estimer la résistance au changement, principalement et même de la part de celles et ceux qui sont convaincus de la nécessité du changement. Vous avez dans vos entreprises des gens qui partout, on parle, machine à café c'est une vieille expression, mais vous en entendez partout, vous en entendez parler partout, sur LinkedIn et dans tous les réseaux. Donc tout le monde en parle, peu en font, et même le temps est enfin temps d'en faire, eh bien, vous avez une résistance au changement. C'est vrai dans chacun des métiers, parce que pour le coup, il faut réapprendre son métier. Ce n'est pas une refonte de site, ce n'est pas une refonte d'écosystème, c'est un build, donc on doit construire, c'est plus que juste rénover. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Quand on est parti, on était dans une logique, nous, on va refondre le site, on va l'améliorer, l'optimiser, etc. Et en fait, on s'est rendu compte en avançant qu'il fallait déconstruire. Et il fallait en fait carrément faire partir from scratch et tout refaire. Et c'est pour ça que quand on se lance dans une démarche d'éco-responsabilité sur le digital, il ne faut pas partir la fleur au fusil. Il faut d'abord effectivement convaincre les utilisateurs et ceux qui vont alimenter en matière ce site pour déjà convenir avec eux qu'il faut qu'on parte sur un socle qui est cette frugalité. Ça veut dire accepter
de dire moins de choses, d'aller à l'essentiel, de simplifier le parcours client, le parcours utilisateur, pour pouvoir mieux toucher nos cibles. Et ça, au début, ça a été compliqué parce qu'il fallait renoncer. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, par exemple, plus de photos en quadrichromie. On a allégé le poids des photos. On a traité les photos avec un design propriétaire qui est en bichromie. Vous le verrez sur le site, on utilise le ton de vert. C'est très épuré. Et il y avait des gens qui adhéraient pas forcément à ce design. Ils ne laissaient pas indifférents. Ensuite, on a travaillé sur la lecture automatique des vidéos. On a arrêté la lecture automatique des vidéos. Ça, dans l'ère d'aujourd'hui où tout est immédiat, tout est tout de suite visible, c'est aussi un renoncement. Ensuite, on a travaillé sur des choses en backup, c'est-à-dire que tous les serveurs, hier, on avait 7 serveurs pour stocker toutes les données de notre site, eh bien, on est passé de 7 à 2 serveurs, dont un qui est éteint la nuit et le week-end, et on a accepté de ne pas actualiser les données en temps réel. Alors évidemment, s'il y a une urgence, on a le moyen de le faire, mais on a pris le choix de ne pas être dans l'immédiateté. Parce que, qu'est-ce que ça apporte? Et on a travaillé avec les commerciaux, avec les RH, pour voir le bénéfice qu'ils en retiraient. Et donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait renoncer à ça. Ensuite, on a travaillé aussi à des choses qui permettent de rendre visible le côté sustainable du site. On a travaillé avec un partenaire qui s'appelle EcoIndex. Vous connaissez tous l'étiquette énergie qui permet de classer de A à G vos appareils électroménagers. Eh bien, on a pesé chacune de nos pages pour voir le poids et les émissions de CO2 que générait chaque page sur les serveurs. Et donc, on avait 90% de nos pages qui avant étaient classées E. Et après ce travail, on est passé à 95% de nos pages classées A. Ensuite, on a fait un travail de division. C'est-à-dire qu'il fallait dire des choses, mais avec moins de contenu. Et on a divisé par 4 le nombre de pages. Voilà. Alors, je n'ai pas listé parce qu'il y a énormément de choses. On a travaillé aussi sur l'accessibilité, parce qu'une démarche RSE, c'est aussi toute la chaîne. Donc, il fallait aussi que notre site soit accessible au plus grand nombre. On a travaillé avec des organismes qui nous ont agréés et qui nous ont permis d'atteindre 94% d'accessibilité, ce qui est aussi un engagement RSE de l'entreprise. Et tout ça mis bout à bout nous a permis d'avoir un résultat qui est assez important. Hein. On a économisé 64% d'émissions de CO2 entre l'ancien et le nouveau site. Et donc, tout ce qu'on n'a pas pu enlever, parce qu'on vise toujours la neutralité carbone dans nos démarches, mais elle est quasiment impossible à atteindre. Donc, ce qu'on n'a pas pu éviter ou effacer en matière d'émissions de CO2, on a financé un programme de replantation d'arbres en Seine-Maritime pour montrer notre ambition de tendre vers la neutralité carbone. Voilà, donc ça, c'est un gros travail qui a pris 1 an avec les équipes de Niji et qui aujourd'hui présente de très beaux résultats. Le chiffre de 64% est assez important. Il y a des gens d'agence dans la salle ou il y a surtout des clients, annonceurs, entreprises, TPE, PME, ETI ou toutes les autres terminologies? Personne d'agence. Je vais vous donner 2 personnes d'agence. Non? Ah, super. Je vous donne des coulisses du 64%. À l'époque, les équipes de Dalkia nous avaient demandé un engagement ferme sur la réduction de CO2. C'est un peu difficile et en bonne agence, on a dit on va tendre vers 45%. À l'époque, c'était plus ou moins précis selon... voilà. Et on a fait 64%, et ça, c'est tangible, mesuré, et ça, c'est assez cool, en fait. Et ce chiffre-là, il est très, très difficile à atteindre. Tout à fait. Alors, quand on parle souvent sustainability ou frugalité, on pense souvent à cheap, on pense à moins, à renoncer, à frugal, voilà. Et il y a tout de suite une connotation qui peut faire peur, qui peut rebuter. Et ça, c'est vraiment dans les facteurs clés de succès. Quand on fait de l'éco-conception et l'accompagnement sur le design et tout l'environnement graphique du site a été pensé pour quelque part, alors certes, être visible et créer une rupture, créer une interpellation. C'est-à-dire que quand vous faites du bio, si ça ne se voit pas, ça ne sert à rien. Ben là, pour le sustainable design, il fallait que ce soit visible. Mais on a toujours pensé les choses avec la stratégie du mieux et pas du moins. Et ça, c'était super important parce que ce site, il suscite de l'engagement, il fait réagir. Les jeunes, et c'est un peu notre mission première, c'est la partie marque employeur, qui sont très attentifs à ces engagements d'entreprise. Ça a multiplié par 10 à peu près le taux de jeunes qui venaient pour voir nos annonces que l'on publiait sur le site. Et ça attire les regards. Et ça, c'est aussi parce que ce design, toute cette démarche, elle interpelle. Alors, ça fait un petit bruit de fond, ça n'a pas fait un buzz, vous n'avez pas vu ça à TF1, etc. Mais on a eu des prix et peut-être petit à petit, des communes, des entreprises viennent nous voir parce que cette démarche, elle interpelle et elle est dans l'air du temps pour
parce que le numérique, aujourd'hui, est partout. Le numérique est, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, 4% des émissions de CO2 dans le monde, c'est lié au numérique. Et ce chiffre va doubler dans les 2-3 ans. Donc si on ne fait pas tous quelque chose pour faire en sorte que le numérique soit de plus en plus, on va dire, responsable, ça aura des conséquences et la législation arrivera et nous imposera de restreindre et d'avoir un impact moindre. Alors dans les facteurs clés de succès, on l'a dit tout à l'heure, l'accompagnement du changement. Il faut convaincre, il faut embarquer les gens sur le fait de renoncer parfois à en dire moins et aller à l'essentiel. Facteur clé de succès, c'est d'avoir des sponsors. C'est-à-dire que nous, on a réussi parce qu'on avait notre COMEX et notre PDG qui était la première fan du projet et elle a mis une énergie folle pour que toute l'entreprise aille dans la démarche. Et quand il y avait des blocages, parce que certains nous refusaient, notamment, je pense aux commerciaux, ils disaient « Mais attendez, si on ne voit pas nos offres, si on ne voit pas les témoignages clients, si on ne voit plus les vidéos, etc., nos clients ne vont plus nous voir. » Et là, il fallait qu'il y ait un embarquement du plus haut niveau de l'entreprise pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la démarche. Ce qui a été aussi important et qu'on n'avait pas forcément vu au début, et on apprend en marchant, c'est sur justement tout ce qui est la charte éditoriale. C'est-à-dire qu'au début, on s'était dit on va continuer à communiquer qu'on communiquait avant, on va juste diviser le nombre de pages. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte que si on veut aller à l'essentiel, il faut travailler l'éditorialisation du site. Et donc, on a mis en place tout un travail avec une agence pour réécrire et aller sur des phrases choc, des phrases courtes, un style et une ligne éditoriale vraiment appropriée qui va en cohérence avec ce design de frugalité. Le discours, je vous l'ai dit, la concision, la frugalité et des contenus aussi importants. Ce qui est très important aussi, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'on a refusé d'avoir sur le site web des carousels avec une actualité réchauffée tous les jours et qui créent du trafic et donc qui ont un poids sur les serveurs. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le réchauffement de notre site web, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une actu à porter sur ce qui se passe chez Dalkia, notre compte Twitter, notre compte LinkedIn, etc., permet de créer une actu et de créer du trafic sur le site web. Mais comme il fallait être cohérent en termes de frugalité, ce qu'on a créé en même temps, qu'on a lancé le site web en septembre 2021, on a créé le concept de DLD, comme date limite de disponibilité. C'est-à-dire qu'on a effacé sur nos comptes Twitter, LinkedIn, etc., tous les posts qui avaient moins d'un an, plus d'un an, on les a effacés et c'est des serveurs. Et maintenant, chaque fois qu'on publie quelque chose sur nos réseaux sociaux, ils ont une date limite de validité. Là encore, pour faire prendre conscience à nos cibles que chaque fois qu'on poste quelque chose, qu'on communique, ça a un poids sur un serveur et donc ça émet des CO2. Et donc ce qui est important dans la démarche, c'est dans la durée de rester cohérent et de résister. Parce qu'aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an qu'on a lancé le site, la naturelle revient en galop et il y a de la demande pour « Ah mais il faudrait mettre ci, là on va sortir le rapport RSE à la fin de l'année, j'aimerais une vidéo, j'aimerais un truc, etc. » Il faut résister. Pareil, on a aussi appris en marchant, et notamment au début on avait dit on ne mettra pas de moteur de recherche, parce qu'un moteur de recherche, c'est un poids aussi sur les serveurs. Bon, là, on a été obligé, on va faire marche arrière, parce qu'aujourd'hui, un moteur de recherche, c'est indispensable. Mais par contre, on va travailler avec un prestataire qui va nous proposer des solutions frugales et la plus neutre possible pour que ce moteur de recherche ne pèse pas trop sur les serveurs. Voilà, donc... Juste pour revenir sur... donc on parle beaucoup de design, on parle d'éco-conception, sustainability. Ce que j'aime aussi beaucoup dans l'écosystème Dalkia, de ce qu'on a développé, c'est ça et là les idées très très fortes en fait. On a beaucoup de concepts pédagogiques. Lorsqu'on ferme un serveur le soir et les week-ends, on pourrait se dire non mais ça c'est une réduction de l'expérience. En revanche, ça permet d'être hyper pédagogue, par de se dire que ceux qui contribuent, donc en fait la contribution, donc vous avez tous et toutes des sites web, et donc il y a des contributeurs dans vos équipes, ces contributeurs-là, 22h, 2h du matin, 4h du matin, ils ne sont pas en train de contribuer. C'est ces serveurs-là qu'on peut fermer, en fait. Et le week-end, ils ne travaillent pas non plus, sauf différents secteurs. Et comme ils ne travaillent pas, on peut les fermer aussi. Et donc, chaque fois qu'on va visiter le site, ça nous permet d'avoir un message pédagogique. Ces idées, ce concept-là de frugalité qui va au-delà du site, ça, c'est hyper important aussi. Oui. Et donc, par rapport à cette démarche... elle commence un petit peu, alors on a eu effectivement pas mal de awards et de prix et on en est très fiers. Elle commence un petit peu à faire écho et on a des demandes de partage d'expérience des communes, d'entreprises, etc. Et moi,
chaque fois qu'on a un nez avec Yves ou moi tout seul d'intervenir, c'est de dire que l'éco-conception, il ne faut pas forcément la voir comme étant une obligation de tout juxtaposer, de tout faire. Je pense qu'on a tous une capacité à prendre des briques, et si chacun on fait un petit bout de chemin, par exemple pour réfléchir au poids des photos sur votre site web, ou de peut-être pas lancer la lecture automatique des vidéos sur vos sites, voilà, de réfléchir aux serveurs. Est-ce qu'on a besoin d'autant de serveurs? Est-ce qu'ils ont besoin d'être rafraîchis tous les jours? On n'est pas obligé de tout faire et de tout empiler. On peut prendre des brides comme ça, des couches, et commencer déjà un bout de chemin vers l'éco-responsabilité, vers le numérique plus responsable. Et c'est comme ça, c'est un peu comme la sobriété qu'on entend parler en ce moment, où chacun peut faire un geste, et si chacun réduit de 1 degré son chauffage, c'est X% sur la consommation française d'électricité qu'on arrivera à effacer. Ben, je pense qu'il y a un petit peu de cette démarche-là, des petites rivières qui feront qu'à terme, le numérique sera un petit peu plus vertueux, et qu'on arrivera à pouvoir continuer à s'en servir pour communiquer. Je pense que c'est hyper important. Il faut un peu d'humilité et beaucoup de modestie. L'état de l'art, il est imparfait. Chaque petit pas va dans la bonne direction. Et plutôt que de parler de numérique responsable, je pense que c'est, tu l'as dit, numérique plus responsable. Et cette notion-là, elle est hyper importante parce que c'est dans la bonne direction. Je pense qu'il faut globalement arrêter de se flageller avec la culpabilité. Je ne sais pas si c'est français, latin ou européen, mais à un moment donné, on fait des choses dans le bon sens. Et même si ce n'est pas parfait, eh ben, en fait, on va dans la bonne direction. Donc, pour moi, tout ce qui est sobriété numérique, ça fait appel à trop de sentiment de culpabilité. Quand vous regardez le site, c'est un silence numérique, ce que tu disais. Ouais. Il y a une rythmique visuelle. C'est calme, c'est positif. On aime ou on n'aime pas, et ça, c'est encore mieux, parce que pour le coup, ça suscite des discussions. Moi, je crois beaucoup au design design pertinent. Le vrai purpose du design, c'est d'accompagner le changement de comportement, et je pense que ça peut y participer, encore une fois, avec beaucoup de modestie, mais je pense que ça peut y participer. Et c'est ça qui, effectivement, fait plaisir. Les distinctions, les awards, ça fait toujours plaisir. Ça fait encore plus plaisir lorsque c'est un compte B2B, comme Dalkia. J'adore Dalkia. On est très peu connu du grand public, oui. Et donc là, la plupart des awards que vous voyez sont des awards de communication, de publicité, du digital, internationaux ou français, de B2C en fait, certainement pas de B2B. Après, ceci étant dit, et par ailleurs, il y a un élément qui pour moi, on a parlé des sponsors Codir, mais qui est encore plus important si on réussit, de la façon dont on réussira à faire de l'éco-conception et donc d'avancer vers un numérique plus responsable, c'est lorsque les KPI sustainable viendront propulser les KPI business. Chacune dans vos entreprises, vous avez des KPI business. Si vous êtes en RH, vous avez un nombre de candidatures spontanées, vous avez taux de fréquentation, le nombre d'emplois qui ont été pourvus. KPI business en commerce. Vous comprenez les KPI business, je ne vais pas vous les montrer, vous pourriez m'en indiquer davantage. Ces KPI-là, s'ils sont propulsés par les KPI sustainable, ça marche. Si les gens ont des bonus liés à leur KPI business et si les KPI sustainable viennent contre, je ne pense pas que ça va fonctionner. Et ça, c'est super important parce qu'au début, on a été un peu... il y a eu de la rupture, il y a eu du débat et les gens n'étaient pas du tout convaincus que ce parti pris, très, très épuré, etc., créerait de l'engagement. Alors, notre but n'était pas forcément de multiplier le nombre de vues et de faire du trafic, puisqu'on n'est pas une marque B2C. Mais force est de constater que l'engagement a été multiplié par 2 depuis qu'on a créé ce site. Et que justement, il suscite de la curiosité qui fait un petit peu le buzz. Alors vous verrez, on a joué sur l'humour quand vous irez dessus. Il y a des petits pop-up qui s'ouvrent en disant non, nos designers ne sont pas en grève, votre écran n'est pas cassé, etc. Mais voilà, ça participe et on démarre l'ouverture du site sur la démarche. Et ça, je pense que ça a le mérite d'embarquer et de faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire. Et au lieu de... Voilà, au début, ça a un petit peu dérouté, même à l'interne, il faut le dire. Et même nos clients, on avait des clients testeurs, etc., des salariés testeurs. Ils disaient, mais il est cheap, ton site, c'est du discount, etc. On nous a même taxé de greenwashing parce qu'il est très vert et le vert est très assumé. Au contraire, on a été très fiers que ce vert se voit et puisse tracer ce côté engagement. C'est une couleur secondaire de la charte Dalkia. Lorsqu'on parle de design pertinent, on n'invente pas une couleur. Dans les couleurs EDF, le vert n'y est pas vraiment. Dans la charte Dalkia, il fallait creuser un peu pour le trouver dans la charte, mais on a trouvé un vert. Et c'est pour ça que c'est hyper pertinent. Et là, je vous épargne les discussions avec la direction de la communication d'EDF Group pour discuter du vert.
Eh oui, des fois, il y a des sujets très, très tabous et il a fallu convaincre le groupe que le vert, c'était une bonne couleur. Non, parce que le vert, naturellement, on pense, voilà, greenwashing, c'est facile, etc. Mais nous, quelque part, il fallait qu'on assume pleinement ce vert. Et justement, comme c'est pas juste de l'habillage, parce qu'on a déjà vu, on a observé, observé une centaine de sites pour regarder ce qui se faisait. On n'est pas les seuls. Alors, dans le secteur de l'énergie, on est les premiers à avoir été aussi loin. Mais comme on ne fait, c'est pas juste un petit maquillage où on fait un petit bout de truc, on a été très très loin dans la démarche et donc on est assez à l'aise avec ça. Et puis parce que notre métier, c'est éviter les émissions de CO2 de nos clients. 4 millions de tonnes de CO2 par an évitées à nos clients. Donc quelque part, quand quelqu'un vient nous dire « Mais Dalkia, vous faites du greenwashing », je leur dis non, regardez nos résultats. Tous les ans, c'est 4 millions de tonnes de CO2 évitées à nos clients. Donc notre site, regardez tout ce qu'on a fait dans la démarche, c'est pas du greenwashing. Au contraire, on a même pris un risque, et ce n'était pas gagné d'office, que cette démarche-là, elle crée de l'adhésion. Et petit à petit, ça vient à l'interne, à l'externe. Des collectivités locales qui sont nos clients nous demandent du conseil là-dessus. Et je pense que c'est gagné. En tout cas, c'est une bonne partie du chemin qui est faite avant que la législation arrive, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le numérique responsable, c'est dans les cartons des pouvoirs publics. Parce qu'effectivement, on cherche partout où il y a des émissions de CO2. Et le numérique, alors, est un accélérateur de la transition énergétique. Ça permet d'avoir des datas, de les gérer, de mieux savoir ce qu'on consomme, comment, quand, et où on peut les effacer, les éviter. Mais pour ça, il faut les stocker. Et donc, ça produit du CO2. Donc, il faut y réfléchir ensemble. Mesdames et messieurs, en toute exclusivité, ils nous ont dit de ne pas donner la parole et pas de faire de questions. Je vais en faire quand même. Vous avez 5 minutes de questions. Jean-François. J'ai deux questions. Une, les 64% de gaz à effet de serre économisés, vous les avez mesurés uniquement avec Ecoindex ou vous avez fait aussi une aspirée plus poussée? C'est tout. En fait, alors, Ecoindex permet de voir le poids de chaque page. Et après, c'est l'économie sur les serveurs, surtout le gros de l'économie sur les serveurs, sur les photos qui sont traitées pour être la plus basse définition et qui pèsent moins. C'est aussi les vidéos qu'on lit plus automatiquement. Enfin, tout ça cumulé permet, en termes de stockage de données sur nos serveurs, une émission de CO2. Voilà. Pour votre info, une page, alors je ne dis pas de bêtises, avant tout ce qu'on a mis en place, une page pesait à peu près 3 grammes, un peu plus de 3,5, 4 grammes de CO2, et on est passé à inférieur à 1 en moyenne par page. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur les pages. D'accord. Et j'avais une deuxième petite question sur l'accessibilité. Vous avez dit que vous étiez à 94% compatible accessibilité. Oui, Access First. Est-ce que vous visez les 100% ? Et est-ce que pour ça, vos contributeurs au site sont formés à l'accessibilité pour le contenu ? Oui, alors c'est une bonne question. On vise toujours le mieux, c'est sûr. Déjà, on était très content d'atteindre 94% en ayant tout refondu. Et ce n'était pas gagné. C'est-à-dire qu'il fallait bien accompagner le côté éco-responsable et garder un site toujours accessible. Donc on vise toujours le mieux, ça c'est sûr. Donc tous les ans, on révisera notre part d'accessibilité. Et après, effectivement, ça veut dire que quand on contribue, on pense à ça, par rapport notamment au nombre de mots, par rapport à la simplification, etc. Donc dans l'UX et dans le comportement utilisateur, c'est pris en compte aussi. On n'a pas dit, mais toute l'arborescence a été simplifiée. Par respect pour les prochains conférenciers, toutes les autres questions avec grand plaisir juste en bas. Merci. On est à votre disposition.